Mais avant ça, et puisque nous sommes une émission de consommation, parlons des consommateurs. D'après les chiffres officiels, on ne va pas se mentir, le climat de consommation n'est pas mauvais, il est très mauvais. Il est même tombé à un niveau historiquement bas ces dernières semaines. Régis Migy a rencontré deux adolescentes, Ambre et Tala. Elles ont 17 ans, elles ont toujours adoré le shopping. Et voilà 2 mois qu'elles attendaient la réouverture de leur magasin favori. Une adolescente à l'époque du confinement, ça se levait et ça passait rapidement à l'école en ligne. Mais ça continuait quand même, plaisir oblige, à faire un peu de shopping. Pendant le confinement, j'ai pu commander quelques trucs, donc comme ce haut. Et il y a aussi un de mes derniers achats, il y a un petit haut comme ça. J'ai l'achat plus facile en ligne qu'en magasin. Je suis plus devant l'article, je réfléchis, je me demande est-ce que j'en ai vraiment besoin ou pas, alors que sur Internet, je réfléchis moins. Contrairement à une idée reçue, pour cette génération d'adolescentes, Internet n'est pas forcément l'idéal absolu. En magasin, on voit des gens, on communique, on essaye déjà, si c'est des habits, tout ça, alors que sur Internet, il n'y a pas tout ça. Donc il y a aussi la sociabilité. C'est le grand jour. Hier, 10h du matin, retour à la sociabilité. Tala et sa copine Ambre battent le pavé du shopping en plein centre de Genève. Premier magasin et premier constat, beaucoup d'adolescentes ont eu la même idée qu'elle. 15 minutes plus tard, sentiment plutôt mitigé. Nous, on est un peu déçus parce que c'est pas comme avant dans les magasins, surtout qu'il y a moins de choix, vu qu'ils ont espacé tous les portants pour qu'il y ait plus d'espace. Alors les gens, ils achètent pas grand-chose parce qu'ils savent pas s'ils vont partir en vacances cet été. Donc les maillots de bain, ils achètent pas, les shorts, ils achètent pas. Tous les habits de vacances, moi, je vais pas forcément les acheter parce que je sais pas si je pars en vacances. Donc c'est sûr qu'on sait pas trop quoi acheter, quoi dépenser et quoi consommer. Deuxième magasin, plusieurs inquiétudes sont enfin levées. Le plaisir revient peu à peu. Oui, on peut essayer, les cabines elles sont ouvertes, on peut toucher à tous les vêtements, tous les articles. C'est un peu comme avant. Je trouve qu'ils ont fait des efforts quand même pour que les gens soient le plus espacés possible. Il y a du désinfectant pour se désinfecter les mains, à l'entrée, à la sortie. Après, c'est sûr qu'on est proche, mais c'est quand même mieux que rien. Après 1h30 de balade dans les rues commerçantes, toujours aucun achat, mais pas de désespoir. Pour l'instant, on n'a pas trouvé notre bonheur, mais on continue à chercher, on trouvera. Depuis hier, tous les commerces ont donc pu réouvrir, mais dans certains secteurs, la préparation du grand jour a tourné à la jolie prise de tête. Beaucoup de questions, pas toujours de réponses. Exemple, les magasins d'habits. À Fribourg, Linda Bourget a suivi les préparatifs dans une entreprise familiale qui gère 9 magasins et dans une toute petite boutique. Séduire les amateurs de shopping à l'ère de la distance sociale, du gel pour les mains et des masques de protection, c'est pas évident. Depuis 20 ans, Elsa Ruffieux tient la boutique Bix au centre de Fribourg. Ces 2 derniers mois, elle a limité la casse grâce à la vente par correspondance. Ça ne représente pas beaucoup, je dirais un 10% de mon chiffre d'affaires. Mais voilà, c'est déjà ça. Ça a permis de payer une partie de mon loyer, de pouvoir acheter à manger quand même. Le 11 mai, elle peut enfin redémarrer pour de bon. Avec au maximum 4 clientes à la fois, du gel désinfectant et des masques de protection. Avec une incertitude aussi, celle de savoir quand ces vêtements d'été made in France pourront arriver. Dans le commerce, c'est un petit peu comme un écosystème. Si les fabricants de tissus sont fermés, mes fournisseurs ne peuvent pas fabriquer. Donc c'est toute une chaîne. Et là, j'espère que ça va redémarrer. Parce que c'est vrai que là, le mois de mai, pour moi, c'est une saison clé. C'est 50% de mon chiffre d'affaires annuel. Donc c'est vrai qu'il faudrait que j'ai de la marchandise. Et ça m'inquiète quand même. Autre échelle, même type de préoccupation. Oui, bonjour Madame Mertz, c'est Nermina des boutiques Angelo. Bonjour, vous allez bien? Pour canaliser l'afflux de clients dans ces 9 magasins à l'heure de la réouverture, Angelo Mode leur propose des shoppings sur rendez-vous. Comme nous mettons en place une prise de rendez-vous pour mieux gérer notre sécurité et puis celle des clients, si vous pouvez me rappeler pour convenir d'un rendez-vous. L'entreprise familiale est active dans le textile depuis plus d'1 siècle
Le 11 mai marque une nouvelle phase de son histoire, celle de la vente de vêtements avec mesures de protection. Quelques jours avant la réouverture, la patronne forme le personnel, Pas trop près. à distance bien sûr, pour minimiser les contacts. Tu nous filmes, Laure, elle arrive là parce que c'est le passage quand la cliente, elle vient en cabine. Le but, c'est que les filles, enfin les autres équipes, puissent bien comprendre comment se comporter quand la cliente ou le client vient en cabine pour essayer. Ça marche ? Ouais. 3, 2, 1. Donc, moi, je fais la conseillère, donc vous, et Laure, c'est la cliente. Parfait. Alors, je me permets, je mets en cabine. Merci. Est-ce que vous avez un masque ? Non. Des masques seront offerts aux clients. Reste à préciser comment les éliminer après usage. Vous pouvez me donner le masque. Vous prenez le masque par les élastiques. Vous touchez surtout pas le masque devant. Vous le prenez par les élastiques et coupe juste Dafina. Pardon. Parce qu'après, on va se retrouver à la caisse. Parce qu'on a le masque. On va pas avoir un petit panier où on peut le mettre dedans. Mais ouais, je sais. Son frère intervient. Mais tu veux un bac à toutes les cabines ? On a le gel, les masques, et puis le bac pour remettre le... Mais il faut ça, t'as le bac où tu prends le masque, Parfait. puis à côté tu le remets dedans, et puis soit c'est éliminé, soit c'est des lavables, et puis on les lave 1 ou 2 fois par semaine. Ok, parfait. Bon, vous savez La que difficulté, c'est que chaque commerce doit déterminer comment appliquer les recommandations de la branche. Et puis à la fin de l'essayage, pour toutes les pièces essayées, vous les mettez de côté pour que ces pièces soient ensuite mises de côté pendant 48 heures pour qu'elles ne soient pas essayées. Vêtements mis de côté 48 heures, distance, masque et désinfection. Les employés devront s'y habituer, les clients aussi. Nous exerçons un métier de passion et de contact. On est vraiment, je dirais, le terme relationnel est notre maître, c'est le maître mot. Donc effectivement, ça change un petit peu, c'est des nouvelles habitudes à prendre, mais je dirais qu'on est très motivés à reprendre une vie un peu normale, à pouvoir réexercer notre métier à nouveau. Donc toutes les mesures sanitaires qui sont mises en place, c'est une question d'habitude. L'autre défi est bien sûr commercial. On va partir après sur les sandalettes dans les tons nus de poudre pour ces 2 tables. Les rayons sont figés depuis la fermeture le 16 mars dernier et certains produits ne sont plus vraiment de saison. Pour l'ouverture, l'équipe met donc les vêtements chauds en retrait et les produits plus légers en avant. En vitrine, tout a l'air normal et pourtant, au niveau de l'approvisionnement, tout est chamboulé. On a eu beaucoup de contacts avec les entreprises qui sont situées en Allemagne, malheureusement très peu avec les entreprises qui sont situées en Italie. Là, c'était une fermeture beaucoup plus drastique. On n'arrivait pas à atteindre les gens. Maintenant, les premiers contacts s'établissent seulement maintenant, début mai. Voilà, les relations reprennent, mais on a toute une discussion sur le flux d'approvisionnement, des produits qui devaient encore arriver, où sont-ils, quand est-ce qu'ils vont arriver, les nouvelles collections. Donc, on a une grande partie qui est arrivée. On attend encore quelques pièces, mais c'est en train de se décanter. D'un côté, l'entreprise doit gérer l'incertitude de l'approvisionnement. De l'autre, elle se retrouve avec 2 mois d'invendus sur les bras. Pas question toutefois de casser les prix. Ici, on parie sur le service et sur le sourire. Merci beaucoup pour votre achat. Au plaisir. Au revoir. Bonne journée. Bonsoir Linda Bourget. Bonsoir. Alors, on vient de le voir, cette crise a déjà eu des conséquences assez sérieuses dans le monde du textile. Oui, en particulier du côté des petites structures. Swiss Fashion Stores, la fêtière des magasins de vêtements indépendants, nous a expliqué que 10% de ces commerces ont déjà annoncé qu'ils allaient fermer en raison de cette crise et ce ne serait qu'un début. Du côté des grandes enseignes, maintenant, on l'a vu hier, ça a attaqué très fort à coups de marketing et de rabais pour stimuler les ventes et puis pour liquider ces invendus qui ne sont plus tout à fait de saison. Ces invendus, c'est un vrai casse-tête pour la branche au point que H&M Suisse envisage de liquider une partie de ses habits par le biais de dons.
Si on dépasse l'univers de l'habillement et du textile, est-ce qu'aujourd'hui, dans les magasins, on trouve de tout? Alors, à peu près, à quelques exceptions, les webcams sont difficiles à trouver, J'imagine. Ouais. les casques avec des micros aussi, les cartouches d'encre pour imprimante, tout ça à cause du télétravail et puis aussi certains outils, certains accessoires pour faire de la musculation ou du fitness à la maison qui ont été très demandés pendant la période de semi-confinement. Dernière question, Linda, vous parliez tout à l'heure de stock, tout le monde a trop de stock. Est-ce qu'on va vraiment vers une authentique guerre des prix? En tout cas, du côté des grandes enseignes, de la mode, du sport, de l'électronique, mais aussi des grands magasins comme Globus ou bien Manor, bien depuis hier, on casse certains prix pour attirer les consommateurs. Et puis la FNAC, par exemple, réfléchit à la possibilité de débuter les soldes 2 semaines plus tôt que prévu. Mais en fait, tout le monde est dans l'incertitude totale. Une douzaine de grandes chaînes nous ont expliqué qu'elles gardaient encore une partie de leurs employés au chômage partiel. Chez Decathlon ou bien chez Manor, environ 30% des gens restent au RHT et leur sort dépendra largement des comportements d'achat ces prochains jours. Merci beaucoup pour ces explications, Linda, et bonne soirée. Merci. Et puis, il y a un secteur où le bilan du confinement est moins catastrophique qu'on aurait pu le craindre, ce sont les librairies. Beaucoup d'entre elles ont tenté coûte que coûte de maintenir un lien avec leurs clients lecteurs. Elles ont surnagé en assurant des commandes par mail ou par Internet. Mais si les librairies, petites ou grandes, ont pu travailler, même au ralenti, la période est catastrophique pour les éditeurs et pour les auteurs. Reportage d'une grande amoureuse des lettres, Lison Méric. À Genève, les rubasses vivent encore au ralenti, mais la librairie Payot Rive Gauche a rallumé les lumières pour préparer la réouverture. Il faut sortir les nouveautés de mars restées dans les cartons, réaménager les tables de présentation, bref, relancer la machine. Autre défi pour le directeur, réorganiser les espaces afin de respecter les mesures de protection. Marquage au sol, gel hydroalcoolique, plexiglas devant les caisses, comme dans tous les autres commerces. On va avoir ici, dans ce magasin-là, la possibilité d'accueillir simultanément 120 clients. Après, évidemment, s'ils se répartissent dans les étages, ça va. Mais s'ils restent tous au même endroit, ça risque d'être un petit peu compliqué pour gérer les distances. La librairie Payot Rive Gauche, avec ses 3 étages, son café, ses larges allées, fait figure d'exception. Dans la plupart des librairies romandes, qui sont bien plus exiguës, le respect des distances demandera d'être très inventif. Pour les clients, on va déjà mettre une petite barrière que nous, on ouvrira ici. Il y aura un maximum 5 clients qu'on va accepter dans la librairie. Une des recommandations de la branche, c'est de faire des sens de circulation ou bien de marquage au sol. Vous avez l'intention de faire ce genre de choses? Non, on a réfléchi à ça, ça ne nous semble pas praticable dans un premier temps. Après, on va s'adapter aussi un peu à la façon dont ça se développe, comment les gens réagissent. Nous, on table quand même sur le fait que les gens ont tous maintenant 2 mois de confinement derrière eux, qu'ils ont tous un peu intégré qu'il faut tenir ses distances. Une question que tout le monde se pose, est-ce qu'on pourra librement feuilleter les livres en librairie? Eh bien, la question, elle est intéressante parce que quand vous allez aujourd'hui faire vos courses alimentaires dans les supermarchés, vous pouvez prendre une boîte de pâtes et la reposer. Vous pouvez même prendre un fruit ou un légume dans votre main et le reposer. Donc la question ne se pose pas pour les livres. Qui ne sont pas comestibles. Enfin, on les dévore d'une autre manière, je dirais. Je ne vois pas pourquoi le livre aurait un traitement différent. On a des salons de lecture à tous les étages dans ce magasin, comme dans tous nos magasins. On va éviter que les gens s'assoient et commencent à lire leurs livres sur place, comme ils le font des fois en temps ordinaire. Des précautions qui vont passablement changer les habitudes des clients des librairies. Il y aura tous ceux qui viennent juste flâner, qui vont pour le moment pas venir. On espère bien sûr que ça va pas trop changer, que les gens ont quand même envie de continuer de venir en librairie. Pendant ces 2 mois, les mails que nous avons reçus, ils montrent vraiment un attachement profond des gens aux livres imprimés et aussi à la librairie. Au début, on n'a que fait des envois de livres. Et maintenant, les gens disent « Ah, si je peux venir prendre le livre chez vous, comme ça, au moins, je suis dans ma librairie, je suis juste à côté, je passe, que ça me fait plaisir de vous voir. » C'est cette fidélité des clients qui a permis à leur librairie de continuer à travailler sur commande, malgré la fermeture des magasins.
On a à peu près travaillé à 50%. Donc nos apprentis n'ont pas du tout travaillé, on les a laissés tranquillement à la maison. Voilà, la facture est à l'intérieur. Un travail à mi-temps qui a permis de réaliser seulement le tiers des ventes habituelles. Et puis on s'est pris aussi une semaine de vacances. Les vacances qui étaient prévues, on s'est pris et c'était bien nécessaire. Chez Payot, le site internet a été pris d'assaut au début du confinement, au point qu'il est resté fermé le temps d'organiser le travail des collaborateurs occupés à préparer les envois. Sur ces 3 semaines d'activité au mois d'avril, le site a compensé entre 30 et 40% de l'activité normale de tout le réseau sur ce mois d'avril. Ce qu'on a surtout constaté, c'est qu'on avait autant de nouveaux clients qui ouvraient un compte sur payot.ch en 4 jours que d'habitude en un mois. Et contrairement à ce qu'on pouvait attendre, les livres numériques n'ont pas décollé. Ils représentent à peine 5% des achats de livres durant cette période. C'est une preuve de plus, 10 ans bientôt après le lancement du livre numérique, que pour la plupart des lecteurs, pas tous, mais pour la plupart des lecteurs, le papier reste le support de lecture préféré pour les livres. Le 16 mars, la fermeture a interrompu les sorties de livres parfois très attendus. Par exemple, le nouveau roman de Joël Dicker. On fait des pré-réservations sur payot.ch, on en avait plusieurs centaines qui étaient déjà en carton avec la facture dedans. Il a fallu tout ressortir des rôles qui partaient pour la poste, il fallait tout déballer, tout ressortir. Puis là, on vient de faire le travail dans l'autre sens. Finalement, la parution en Suisse est prévue au 19 mai. Ces 2 mois d'interruption ont également touché les éditeurs. Par exemple, Zoé, le plus grand des petits éditeurs romans, un programme du printemps totalement chamboulé et réduit pour éviter de surcharger les libraires. J'ai jamais aussi fortement senti le fait qu'on était organiquement liés, toute la chaîne du livre. Si nous les noyons de livres, ils vont plus savoir quoi faire, quoi choisir, quoi lire, quoi recommander. Donc on est tous d'accord, des éditeurs, pour faire attention de choisir certains livres qui sont adéquats pour cette période tellement étrange, et puis en reporter d'autres à l'automne. Ceux qui étaient prévus à l'automne seront reportés en 2021. Donc bon, forcément, il y a moins de nouveautés, il y aura moins de trésorerie, tout est différent. De toute façon, ça ne sert à rien de comparer 2020 à 2019. Autre conséquence, les parutions de fin février et début mars qui sont tombées dans l'oubli et qui mettent la maison d'édition dans une situation plus que délicate. Très concrètement, ça suppose une chute très spectaculaire du chiffre d'affaires. On a vendu à peu près 10% de ce qu'on vend habituellement pendant ces dernières semaines. Ça veut dire qu'il faut que je trouve des solutions pour payer les salaires. Il y a beaucoup de monde qui a un lien avec chacun de nos livres que je paye avec la vente des livres. Donc c'est un rébut. D'autant que nous n'avons pas été inclus par l'ordonnance sur la culture des aides de l'Office fédéral de la culture. Donc on cherche des solutions qu'on n'a pas encore tout à fait trouvées. Et en bout de chaîne, pour les auteurs, les livres parus en ce début d'année sont quasiment mort-nés, comme le récit d'effondrement de cette jeune auteure romande. Ça a très bien démarré parce qu'il y a eu beaucoup d'intérêt, d'écho dans la presse, dans les médias. Donc on peut dire qu'il a quand même déjà vécu une phase de lancement qui était très bonne. Après, évidemment, il y avait toute une série d'événements publics qui étaient prévus pour le printemps. En 2 jours, j'ai reçu tous les mails d'annulation. Une sérieuse perte de revenus pour l'auteur et un livre qui ne s'en relèvera probablement jamais, même si on connaît des exceptions. Ça peut arriver à certains livres. Vous savez que Belle du Seigneur est sorti en avril 68. Et puis, du coup, ce livre est passé inaperçu pendant plus de 25 ans. Et il est devenu un livre best-seller 25 ans plus tard. Donc ça peut arriver à un livre. Là, c'est arrivé à toute une partie de la production. Oui, effectivement, ces livres-là, ils sont morts. 7 pages, c'est une brochure de 7 pages qui détaille toutes les règles de distance et d'hygiène. Tous les patrons de restaurants qui ont ouvert hier ont dû signer ce document qui atteste qu'ils ont tout bien expliqué à leurs collaborateurs. Dans le canton de Neuchâtel, on estime que seule une moitié des établissements a choisi d'ouvrir. Parmi eux, un prestigieux restaurant gastronomique étoilé et un bistrot-buvette avec une grande terrasse au bord de l'eau. C'est un reportage de Viviane Gabriel.
Saint-Blaise, à 5 km de Neuchâtel. Un peu plus de 3000 habitants et une dizaine de restos, parmi lesquels 7 buvettes au bord du lac et ce gastro sur la rue principale. Les patrons se connaissent bien. Nous les rencontrons à 5 jours de la réouverture. Ils ont reçu, la veille, le fameux plan de protection sanitaire. Salut Claude. Adieu. Ça va? Vous êtes prêts? Vous êtes convaincus? Pas encore, mais on sera prêt lundi. C'est pas simple. Hein? Non, c'est pas simple. On a reçu les mêmes documents. Là. Voilà. Tu les as lus jusqu'au bout, en détail? Oui, on a tout. On a passé la soirée, il y a tout dépouillé. La peine à tout lire et à tout. Parce qu'on a les mêmes problèmes. Hein? Une buvette, un gastro, un hôtel. Et des problèmes qui commencent avant même de pouvoir s'installer à table, avec l'obligation pour le client de se désinfecter les mains en arrivant. C'est un artisan local qui a fourni au maître des lieux la solution. Oui, c'est avec la pédale, hop, ça sort. Et puis on peut désinfecter correctement les mains. Et puis les clients, comme ça, la première chose qu'ils font avant d'entrer, c'est se désinfecter les mains. Sans toucher une bouteille, sans rien toucher, grâce à cette pédale et puis à cette construction. Qui délivre un produit concocté par le fournisseur d'alcool fort du restaurant. Dans la salle, c'est à respecter les distances qu'il a fallu s'atteler. Claude Frotté a ôté des tables. Quand cette infection a commencé, moi j'avais senti le besoin de rassurer les clients et puis déjà d'espacer. Mais alors pas autant. Cette fois, c'est vraiment très espacé. Vous voyez, c'est 4 personnes, ils ont 10 mètres carrés. Hein. De l'espace au-delà de ce qui est exigé. Claude Frotté veut continuer à choyer ses clients, tout en réduisant au maximum le contact avec le personnel. Avec son directeur de restauration, il a mis au point une nouvelle manière de dresser les tables. On a décidé de mettre une grosse miche sur la table pour pouvoir devoir revenir plusieurs fois vers le client pour amener ses miches. On a mis le plus possible de couverts, aussi la même chose, pour éviter ces nombres de passages. On va servir le vin, le faire goûter au client, et après on a décidé que le client se servira tout seul, aussi pour éviter que les gens passent trop souvent. En temps normal, on compte 100 passages pour une table de 4 personnes. Ce sera désormais un tiers de moins. Et pour rendre ces contacts aussi rassurants que possible, port des gants et du masque obligatoire lors de la mise en place et du service. Mais pas n'importe lesquels. Une gamme haute couture inspirée par l'horlogerie. Un masque qu'on a décidé qu'on allait porter, donc qui est extrêmement doux à l'intérieur et puis qui est pas vilain en fait. Qui a quand même un peu de tenue comme ça. Puis c'est un masque qui va permettre à rassurer les clients aussi. Rassurer les clients, c'est aussi ce que veulent faire les gérants de la buvette, en mettant en place des mesures visibles. À l'accueil par exemple, qui reprend les codes des grandes maisons. C'est là qu'on va accueillir les clients, de telle façon à ce qu'une personne n'aille en salle ou sur la terrasse par ce chemin-là sans être accompagnée et sans avoir une table de disponible. Par contre, pas de masque ou de gants pour le service. Ici, on a trouvé une astuce pour maintenir la distance avec le client dans un esprit convivial. La desserte, c'était la proposition justement d'éviter de travailler avec des masques et puis de pouvoir servir le client avec une bonne distance, c'est-à-dire de pouvoir laisser le client s'installer et ensuite au niveau du service de déposer simplement les assiettes, le vin, les boissons sur la desserte et les clients les récupèrent eux-mêmes et puis se les distribuent. Des astuces, ils en ont cherché d'autres pour respecter les règles. Disparue la carte des boissons, tout sera noté sur des ardoises. Et quant aux plats, ils sont listés désormais sur le set de table. De quoi bousculer, mais en douceur, les habitués de la buvette. Ça joue. Là, il faudra qu'on soit vigilant parce que les familles vont se retrouver, les amis vont se retrouver et puis il faudra peut-être casser quelques habitudes. Autre enjeu majeur, la cuisine, où 3 personnes travaillent habituellement côte à côte. Ces distances qu'on doit prendre, on ne va pas tout changer. Ça veut dire que, comme d'habitude, moi, je vais rester là. Charlie au chaud, tu peux te mettre là. Donc, du coup, on a notre distance de travail qui est respectée. Ouais. Et puis, Marlène, au froid, tu restes là-bas. On est aussi dans cette distance-là. Donc, en principe, si on reste à nos postes comme ça, on n'aura pas besoin des masques. Nouveau, 2 sushis, 2 fois passion, 2 grillades de veau. Au Boca, le dispositif standard, ce ne sont pas 3, mais 6 personnes autour du fourneau.
Les cuisiniers travaillent très proches l'un de l'autre. Parce qu'on ne peut pas non plus avec un plat, vous savez, un cuisinier fera le légume, l'autre il fera la garniture, l'autre il sera occupé de la viande, l'autre du poisson, chacun fait un peu sa spécialité pour aboutir dans le même plat. Hein. Alors il faudra le dresser ensemble, donc il faut être ensemble. C'est à accepter dans les normes, donc qu'on soit plus proche de la cuisine, parce que cela on ne pourrait pas ouvrir. Aucun restaurant pourrait ouvrir. Alors le masque n'est pas obligatoire, mais on va le porter. On va le porter, en tout cas, toute la journée, le matin, l'après-midi, quand on travaille, le soir, mais peut-être pendant le coup de feu au plus fort, peut-être pas, parce qu'il faut beaucoup goûter. Poisson entier, on peut avoir quelque chose, un bar ou une dorade. À 5 jours de la réouverture, c'est l'heure des commandes. Une douzaine. Les premières pour la buvette du port qui redémarre après sa fermeture hivernale. Alors du poisson, oui, mais pour combien de personnes? C'est toute la question. C'est tout à l'œil, vraiment en fonction de notre capacité, de l'expérience qu'on a. Je prends un petit peu et puis on verra, on complétera au fur et à mesure des jours s'il faut compléter. Sans compter que le restaurant n'a plus que 60 places au lieu de 120. Impossible de savoir si elles trouveront preneur. Moi, j'ai pas souci, s'il fait beau avec la terrasse, on va pouvoir travailler. Dedans, je sais pas, c'est vraiment la grande inconnue, on en a parlé, on sait vraiment pas à quoi s'attendre. L'état du carnet de réservation est réjouissant chez Claude Frotté. Mais il a peur que ça ne dure pas, que l'enthousiasme retombe vite. C'est comme un orchestre, en fait. Si la salle de concert est à moitié pleine, vous ne pouvez pas enlever le pianiste. Hein. La prestation, si on veut garder la même, eh bien, il faut que je garde tout mon personnel, donc mes charges, elles restent les mêmes, avec un plus petit chiffre d'affaires. Il faudra gérer ça en évitant les dépenses inutiles, en vivant sur un peu les réserves. C'est vraiment quelque chose d'un peu plus compliqué. Pour certains, ça doit être insoluble peut-être. Je les plains amèrement, j'espère que tout le monde s'en sorte. Mais ça sera une année qui sera difficile. Selon un sondage de Gastro Neuchâtel, 50% des établissements membres envisageaient de ne pas rouvrir le 11 mai. Certains ne le feront peut-être jamais. Marie-Gabrielle Inaichenfleisch, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes la directrice du SECO, le secrétariat d'État à l'économie. Vous êtes une des femmes les plus puissantes de ce pays. Alors, on a vécu ce déconfinement et au début, on était assez prudents. Et puis, on a l'impression qu'il y a eu des discussions, qu'il y a eu des polémiques, des pressions, des gens qui disaient qu'il faut aller plus vite, plus vite. On a l'impression quand même qu'entre la santé et l'économie, c'est un peu l'économie qui a gagné. Est-ce que vous partagez ce sentiment ? Moi, je pense que les décisions qui ont été prises avec beaucoup de discussions au préalable pour assurer que quand même la santé ait une place très importante dans ces décisions prises. Et on a vu que les décisions ont été prises par étapes, c'est-à-dire que l'ouverture a lieu par étapes. Au début, on n'était pas censé réouvrir les restaurants ni les bars d'ailleurs. C'était prévu plutôt pour le mois de juin. On a quand même le sentiment qu'il y a eu une accélération. Et d'ailleurs, il y a un sondage qui montre qu'une majorité de la population a quand même le sentiment qu'on va un peu trop vite. Qu'est-ce que vous en dites ? Mais ça dépend beaucoup. Il y a des gens qui trouvent qu'on va trop vite, il y en a d'autres qui trouvent qu'on va trop lentement. Je crois que ce qui est très important, c'est qu'on soit tous maintenant motivés à reprendre une vie un peu plus normale, mais en gardant toujours, en respectant les mesures de distance, les mesures d'hygiène. Avant de parler du futur, parlons juste un peu du passé. Il y a des choses qui ont été un peu frappantes pendant ce confinement. Par exemple, certains commerçants ont pu ouvrir, d'autres pas. On a fermé des librairies, mais par contre, on pouvait trouver des livres en grande surface. Il y a eu comme un peu des injustices. Certains les ont ressentis comme ça. Qu'est-ce que vous en dites ? Oui, je sais qu'il y a eu parfois des décisions qui étaient un peu difficiles parce que c'était une concurrence entre les surfaces qui ont pu ouvrir parce qu'ils avaient les produits pour tous les jours qu'ils pouvaient naturellement vendre et en même temps, ils laissaient peut-être un peu trop ouvert. D'autres faisaient le contraire, ouvraient mais fermaient pour ainsi dire tout le reste. Il y avait des incohérences un peu quand même. Un tout petit peu, oui. On est intervenu à plusieurs reprises, mais à la fin, c'était presque pas possible de faire ça de façon absolument à 100% correcte. On parle maintenant d'une chute possible du PIB d'environ 7%. Pour les consommateurs que nous sommes, quel est le message que vous voulez faire passer ce soir ? Qu'est-ce qu'on doit faire en fait en tant que consommateur ?
Je pense qu'en tant que consommateur, nous sommes le meilleur programme conjoncturel qu'on puisse penser. C'est-à-dire ? Puisque c'est à nous d'aller maintenant, justement, aller dans les magasins tout en gardant les distances et en faisant attention aux mesures d'hygiène. Mais c'est à nous d'aller maintenant et de faire du shopping, d'aller au restaurant. Parce que sinon, si nous ne le faisons pas, tous ces magasins, tous ces restaurants, toutes ces entreprises vont avoir des problèmes graves. Donc, le shopping est un acte civique, alors, selon vous. Vous-même, vous allez faire du shopping ? Moi, je vais faire du shopping en faisant attention aux distances. Je pense que beaucoup de magasins, d'ailleurs, font du shopping en rendez-vous, surtout des magasins textiles, comme on a vu dans la vidéo d'avant. Et je pense qu'il faudra s'organiser différemment. Comment est-ce qu'on peut faire pour faire repartir si ça ne repart pas ? Est-ce que, par exemple, on pourrait imaginer de verser une somme à chaque consommateur pour encourager la consommation ? Pour le moment, je ne pense pas que c'est nécessaire de verser des sommes, puisqu'avec les mesures de chômage partiel et d'APG, on a quand même assuré que le pouvoir d'achat puisse rester en bonne partie, pas à 100%, mais en bonne partie. Et donc, je pense que les gens ont de l'argent. C'est plutôt une envie, je dirais, personnelle, d'aller justement, de sortir et d'aller dans les magasins. Madame Inaichenfleisch, la Banque cantonale de Thurgovie a décidé d'offrir aux 130 000 ménages du canton un bon de 30 francs, un bon valable dans les magasins et dans les commerces et les hôtels du canton. Donc, ce n'est pas une si mauvaise idée que ça. C'est peut-être pas une mauvaise idée, mais je pense que le consommateur ou la consommatrice devra vraiment elle-même vouloir aller. Alors des bons, ça peut peut-être inciter à aller faire des achats. De l'autre côté, avec 30 francs, c'est pas encore avec ça qu'on fait aller l'économie. Il faudra déjà dépenser plus. Et puis on verra si peut-être vraiment il y a une difficulté. On pourrait arriver à la conclusion que oui, on doit faire autre chose. Donc je n'exclus pas du tout. C'est juste en ce moment, c'est un peu trop tôt. Vous ne l'excluez pas. Je n'exclus pas qu'on ait besoin de plus de mesures. Ça, je ne l'exclus pas. Mais pour le moment, c'est trop tôt. Eh bien, écoutez, restez avec nous, Madame Inaichenfleisch. On vous retrouve tout de suite après avoir regardé un reportage sur l'Allemagne. Et oui, même si au début, la stratégie de lutte contre la pandémie était assez différente des deux côtés de la frontière, aujourd'hui, à part les masques obligatoires en Allemagne dans les transports et les commerces, nos voisins suivent un processus de déconfinement assez similaire au nôtre. Démonstration avec ce reportage d'Anne Maillet. Voici le déconfinement à l'allemande dans un quartier de Berlin. Ce n'est pas encore la foule des grands jours sur le Kurfürstendamm à Berlin. Mais 2 semaines après la réouverture des premiers commerces, un semblant de normalité reprend ses droits sur cette grande artère commerciale. Lentement mais sûrement, les badauds osent à nouveau s'aventurer en centre-ville, mais toujours munis de leur nouvel accessoire de mode. Depuis le 20 avril, le port du masque est obligatoire dans les transports en commun et les magasins. Alors dans ce centre commercial, toutes les boutiques s'y sont mises. Nous avons des masques en coton tout simple que l'on peut laver et réutiliser. Bien sûr, c'est avant tout pour protéger les autres. En ce moment, c'est le produit qui se vend le mieux. La boutique propose même un porte-masque à accrocher chez soi pour ne jamais l'oublier. Du masque en veux-tu, en voilà. À quelques mètres de là, chez ce cravatier, il y en a pour tous les goûts. Allô. Bonjour, je peux vous aider? Je regarde les masques, merci. Des masques assortis à la cravate et même sur mesure. On peut tout combiner et je vais vous montrer ce que nous proposons également sur commande. Un de nos clients nous a demandé de réaliser ceci, un masque assorti à la pochette de costume et à la cravate. Un déconfinement avec style mais beaucoup de rigueur. À Berlin, seuls les commerces d'une superficie inférieure à 800 mètres carrés ont pu reprendre leurs activités dès le 22 avril. Tout en respectant bien sûr la distanciation sociale et des règles d'hygiène strictes. Il y a les marquages au sol et nous avons également installé cette pancarte qui indique aux clients les règles à respecter à l'intérieur de la boutique. Pas plus de 2 clients à la fois et le moins de contacts possible. L'argent liquide n'est pas bien vu par les temps qui courent. Le client met sa carte dans le lecteur, la reprend lui-même. On ne touche plus à rien.
Autant de restrictions auxquelles la clientèle s'est finalement adaptée malgré quelques petits problèmes au démarrage. Entre-temps, les clients ont accepté le principe et il est très rare de devoir leur rappeler qu'il faut porter un masque, par exemple. On a eu encore un cas hier, mais c'est devenu exceptionnel. Au début, les clients n'attendaient pas toujours devant la boutique pour éviter d'être à plus de 2. Mais ça aussi, ils ont compris maintenant. L'être humain s'habitue à tout, et rapidement. Alors que les petites boutiques rouvraient leurs portes il y a 2 semaines, les grands magasins de plus de 800 mètres carrés ont d'abord été obligés de réduire leur superficie. Pendant la première phase de déconfinement, les galeries Lafayette ont dû s'adapter. Nous avons installé des vitrines de protection à toutes les caisses pour protéger nos employés et les clients. Et puis, il y a des employés de sécurité pour rappeler aux clients de bien respecter les mesures de distanciation sociale. La semaine dernière, seuls 30 clients étaient autorisés à entrer en même temps, les étages supérieurs fermés au public. Et de nouvelles règles d'hygiène sont entrées en vigueur. Au rayon cosmétique, impossible de toucher des flacons de parfum ou d'essayer un nouveau rouge à lèvres. Seule la vendeuse est autorisée à manipuler les échantillons. Et lorsqu'un client souhaite acheter un produit hors de sa portée, il doit faire appel à un acheteur. Nous avons des personal shoppers qui s'occupent de chaque client. Ils vont récupérer le produit souhaité et le ramener directement au client. De nouvelles méthodes de vente pour ces temps si particuliers. La semaine dernière, seuls 10% des employés avaient repris le travail. Après cette longue période de confinement, l'esprit est positif. Tout le monde est très motivé et veut reprendre le travail. Et puis, toutes ces mesures de protection rassurent nos employés. Le masque, la distanciation sociale, ça procure un sentiment de sécurité. Pour l'heure, le bilan du déconfinement des commerces est en effet plutôt rassurant en Allemagne. Selon les premières constatations, le taux d'infection n'est pas reparti à la hausse à cause de l'ouverture des magasins. Pour cet épidémiologiste spécialisé dans les maladies infectieuses, le port du masque obligatoire fait ses preuves. La combinaison port du masque et distanciation physique fonctionne très bien dans toutes les situations où prendre ces distances est compliqué. C'est le cas dans les transports en commun, mais aussi bien évidemment dans tous les commerces. Je recommande fortement à la Suisse de faire de même. Nous sommes convaincus que le port du masque contribue à maintenir le nombre de contaminations à un niveau faible. Le gouvernement allemand a donc décidé la semaine dernière d'accélérer le déconfinement. À Berlin, les restaurants pourront rouvrir le 15 mai. Tous les commerces, quelle que soit leur taille, ont repris leurs activités le week-end dernier. À Berlin, le grand magasin KaDeWe a ainsi rouvert ses portes mais laisse entrer les clients au compte-gouttes. Ils sont moins nombreux que d'habitude, soulagés mais aussi un peu anxieux. Ça fait vraiment plaisir de voir à nouveau des gens, de retourner en magasin. C'est astreignant, mais c'est toujours mieux que la fermeture des magasins. Le masque est très désagréable à porter, mais bon, c'est nécessaire. Les magasins sont quand même encore très vides en raison des restrictions. C'est franchement pas la joie. Mais l'Allemagne n'est pas à l'abri d'une deuxième vague, d'où la nécessité de ce déconfinement progressif et très encadré, selon Timo Ulrichs. Si la deuxième vague arrive, il est essentiel de savoir quel assouplissement en est à l'origine. Si on rouvre tout en même temps, on ne peut pas le savoir, et donc on est obligé de tout refermer en même temps. Le déconfinement progressif nous permet de mieux comprendre et de contrôler la dynamique de l'épidémie. Reste que la fréquentation des commerces n'a pas retrouvé son niveau d'avant le coronavirus. Ainsi, dans ce magasin de chaussures, le patron est à la peine. Son chiffre d'affaires a chuté de 60%. Plus de la moitié de ses employés sont toujours en chômage partiel. Seul son service de réparation tourne à plein pot. Voici notre atelier de cordonnerie. Petit mais raffiné. C'est ici que nous réparons les chaussures pour la moitié des habitants de la ville. Grâce aux aides de l'État, il a pu payer le loyer de la boutique pendant le confinement et les quelques salariés encore présents. Mais en l'absence de clients, la menace de la faillite n'est pas écartée.
Les gens n'osent pas encore vraiment aller dans les boutiques. C'est une question psychologique aussi. La plupart d'entre eux n'ont pas encore envie de se faire plaisir. Du coup, on se bat chaque jour pour notre survie et je ne sais pas trop où ça va nous mener. Pour nous tous, il est essentiel que les clients reprennent autant que possible l'habitude de faire leurs courses dans les petits commerces. Car si les clients ne leur viennent pas en aide maintenant, leurs petites boutiques préférées vont disparaître. Des clients qui pourraient cependant continuer à bouder les commerces. Selon un sondage, un tiers des Allemands veut en effet revoir sa consommation à la baisse après la pandémie. La Fédération allemande de commerce estime que 50 000 magasins sont actuellement menacés de faillite en Allemagne. Une chose est sûre, en tout cas, c'est qu'en Allemagne, depuis 48 heures, depuis qu'on a commencé à déconfiner, on commence à entendre des voix qui disent « mais peut-être qu'on est allé un peu trop vite » et on commence à craindre une deuxième vague. Qu'est-ce qui se passe du point de vue économique, Madame Minaschenfleisch, si une deuxième vague de coronavirus frappe la Suisse? Est-ce qu'on reconfine tout pendant 1 mois et demi? Premièrement, j'espère vraiment que nous n'aurons pas une deuxième vague ou une deuxième vague qui est très basse, je dirais, et pas forte, qui nous force à prendre de nouveau des mesures. Nous sommes en train de regarder comment nous agirions si nous devions avoir une deuxième vague. Mais disons, dans les milieux économiques, on a dit relativement fort que s'il y avait une deuxième vague, il n'était pas question de reconfiner tout en même temps comme on avait fait la première fois. Est-ce que c'est une voix que vous entendez ? Oui, nous entendons cette voix naturellement, mais nous entendons aussi la voix de la santé. Je pense que c'est 2 éléments qui sont très importants et qui vont être importants aussi dans toute prise de décision dans le futur. Très bien. Maintenant, on va encore aborder un autre sujet, c'est celui des prix. Et puis, je vous poserai encore quelques questions à ce propos. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ces dernières semaines, j'ai souvent eu l'impression que ma carte de crédit surchauffait tout de suite et que les billets de banque s'échappaient beaucoup plus vite du porte-monnaie quand on passe à la caisse des magasins. Est-ce que les prix ont vraiment augmenté? Bonsoir Stéphane Fontanet. Bonsoir Malik. Alors avec les recherchistes d'ABE, vous vous êtes posé cette question. Et si on parle d'abord des chiffres officiels, beaucoup de gens pensent que ça a augmenté, mais en fait, pas vraiment. Ben non, l'indice des prix à la consommation entre mars et avril, il a diminué de 0,4%. Puis si on regarde sur une année, il a baissé de 1,1%. Mais toujours dans les chiffres officiels, il y a quand même des produits qui ont augmenté. Oui, alors il y a certaines catégories, comme par exemple les légumes-fruits ont augmenté de presque 17%, et les légumes-choux, c'est une grosse catégorie générique, a augmenté de 21%. Ça s'explique en partie parce que l'hiver a été assez chaud, la production locale a remplacé la production étrangère qui était moins chère. Et puis pour les légumes-choux, c'est qu'on est arrivé en fin de saison avec plus de légumes-choux disponibles, donc les prix sont montés. Donc, même sans la crise sanitaire, c'est des augmentations qu'on peut constater chaque année. Oui, tout à fait. Alors, on a des prix qui sont très volatiles chaque année. On peut le voir sur le graphique, par exemple, en début de saison, les fruits et les légumes sont généralement plus chers, puis après, ils reviennent à baisser. C'est cette bout de courbe qu'on a dessinée en rouge sur le graphique. Alors bon, pour savoir un peu comment les consommateurs se comportaient, vous avec les recherchistes d'ABE, vous avez imaginé 2 types de consommateurs différents. Un consommateur qui continue à aller dans les grandes surfaces et qui essaye d'acheter le moins cher possible. Et puis un autre consommateur qui, lui, à cause de la crise, à cause du fait qu'il aimerait consommer local, il se tourne plutôt vers les marchés à la ferme. Vous avez constitué un panier de différents produits et puis on compare le prix entre ce qu'on trouve en grande surface et puis ce qu'on trouve à la ferme. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors, il faut préciser qu'on a fait ça par téléphone, par email, puis qu'on est allé dans certains magasins et puis qu'il faut différencier la qualité et les quantités achetées qui ne sont pas toujours les mêmes. C'est important. Évidemment que si vous achetez 5 kilos de quelque chose, vous le payerez moins cher le kilo qu'un seul. Bien sûr, oui. Alors, par exemple, pour les oignons jaunes, le premier prix, c'est par exemple chez Migros, les M-Budget 2 kilos reviennent à 1,16 franc le kilo. Et puis sur les marchés en vente directe, 1 kilo d'oignons est à 2 francs chez Gilles Pape, au marché des Chandines et à la pépinière Constantin, par exemple. Même chose pour les pommes, 1,58 ramené au kilo chez Lidl, Aldi et Le Shop. Et chez Constantin, si on achète 1 kilo, on va le payer 2,40 francs. On peut aussi dire que, par exemple, un gros paquet de carottes chez Coop, Denner et Lidl va vous coûter 1,10 franc au kilo, alors qu'en vente directe, vous le trouverez à 1,80 le kilo.
Ce qui est aussi intéressant, c'est les pommes de terre, hein. Par exemple, à la ferme du Solva, qui offre le prix le plus bas, 1,20 € pour 1 kilo. Si on le compare au prix des grandes surfaces, à 0,87 centimes dans les grandes surfaces, mais bien sûr, là, vous devez en acheter 4 ou 5 kilos, ce qui est lourd et compliqué quand vous faites vos courses à pied. Et puis un dernier exemple intéressant, c'est la salade. La salade, on a trouvé de la salade chez Filfruit, 1 franc la salade pommée, alors que dans les grandes surfaces, ça tourne autour de 1,60 € environ. Donc là, dans ce cas-là, la salade est moins chère à la ferme qu'en grande surface. Bon, finalement, à part l'exemple de la salade, Stéphane, c'est incontestable que les produits à la ferme reviennent plus chers. Donc, un consommateur qui aurait choisi de changer son attitude de consommation, qui aurait choisi de consommer local, effectivement, il a l'impression qu'il dépense plus, mais il dépense vraiment plus. Voilà. Mais comment est-ce qu'on explique justement que ces produits à la ferme sont plus chers qu'en grande surface? Parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire là. Mais c'est pas tout à fait juste. Il y a quand même des intermédiaires parce que ces producteurs mettent en vente leurs propres produits, mais aussi pour avoir plus de choix, ils offrent d'autres produits qu'ils ont achetés à d'autres personnes. Et puis les prix sont basés sur les recommandations de l'Union suisse des paysans et des maraîchers. Et il faut savoir que dans la vente à la ferme, on a moins de produits à disposition que dans une grande surface. On peut moins jouer sur les marges. Il n'y a pas ces fameux prix d'appel qu'on reçoit toutes les semaines dans nos boîtes aux lettres avec tous ces encarts publicitaires qui nous disent venez acheter mes carottes à vil prix et en même temps vous allez dans les magasins puis vous achetez des choses beaucoup plus chères. Donc on ne peut pas jouer moins sur les prix. Et puis évidemment Stéphane, il y a aussi la qualité des produits qui joue un rôle. Merci beaucoup Stéphane, merci aux recherchistes. Vous pouvez retrouver d'autres chiffres sur notre site internet, d'autres produits sur notre site internet abe.ch. Stéphane, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Pareillement. Madame Ination Fleisch, si on parle des prix, il y a des prix qui ont beaucoup frappé au début de cette crise sanitaire. C'était le prix des masques et le prix du gel hydroalcoolique qu'on a vu. Et nous, on a dénoncé plusieurs fois ici à Bon Entendeur. On a vu des prix absolument surréalistes. Est-ce que dans un cas comme ça, comme on le fait dans d'autres pays, l'État n'aurait pas dû intervenir et fixer un prix maximum ? En général, je ne pense pas. Je pense qu'il y a eu en effet des cas d'usure. Et là, je sais aussi que dans certains cantons, la police a fait son travail. Mais en général, ce n'est pas une bonne idée de fixer des prix parce que ça pourrait avoir l'effet de réduire l'offre, en fait. Et ça aurait l'effet contraire de celui qu'on aimerait avoir. Une des choses qui était absolument frappante et une des critiques qu'on entend beaucoup à la suite de cette crise sanitaire, c'est un peu une critique contre la mondialisation, le fait qu'on se retrouve avec des médicaments qu'on n'arrive plus à fabriquer ici, on aimerait relocaliser. On a signé par exemple un accord de libre-échange avec la Chine, dont on est assez fier, dont la Suisse est assez fière. Mais au moment où il y avait une pénurie de masques, cet accord, il ne nous a absolument pas aidés. Est-ce qu'on ne devrait pas un peu démondialiser et relocaliser un peu la production ? Je ne pense pas qu'on puisse dire que l'accord ne nous a pas aidés. Au contraire, je crois que grâce à cet accord, on a cette relation un peu plus proche avec la Chine. Mais c'est vrai que tout le monde était dans une situation très difficile, les Chinois naturellement inclus. Mais vous êtes d'accord qu'on n'a pas vu arriver, parce qu'on avait l'accord de libre-échange avec la Chine, nos amis chinois ne nous ont pas livré 15 fois plus de masques que les pays autour. On était dans la même situation. Je ne suis pas sûre qu'on les ait demandé, les 15 fois plus de masques. mais ce que ce qu'on peut s'imaginer, c'est qu'il y ait une certaine relocalisation. Ça, c'est possible. Mais je pense qu'en général, le fait que ce soit... qu'il y ait ces flux commerciaux internationaux, je crois que cela va rester. Et nous, en Suisse, nous sommes très dépendants de l'exportation dans énormément de pays et je pense que nous avons tout intérêt à assurer que ces flux commerciaux continuent à aller exportation et importation. Eh bien, écoutez, ce sera le mot de la fin. Madame Ination Fleisch, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été la grande invitée de notre émission spéciale à Bon Entendeur et je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Mais merci beaucoup de m'avoir invité. Portez-vous bien et bonne soirée à vous aussi. Il y a quelques semaines, nous vous avions proposé une petite balade caméra au point dans les rues des villes romandes, au plus fort du confinement, pour capter cette étrange atmosphère qui régnait alors, les rues totalement désertes et les magasins fermés. Hier matin, à l'heure de la réouverture générale, Jan-Olivier Wicht s'est livré au même exercice. Et vous allez voir, le climat a un peu changé.